Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein des locaux d'Ocyan Groupe Matmut pour cette table ronde autour de l'innovation en santé. On va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler d'innovation en santé de manière assez large. On va parler d'éléments technologiques, c'est certain, de tendances, mais au-delà de ça, on va essayer d'ouvrir le spectre le plus possible et d'aborder tous les signaux faibles et toutes les tendances fortes qui aujourd'hui sont en train de transformer ce secteur. Stéphane Asselot, je vous laisse nous dire un mot rapidement, un petit mot d'accueil. Oui, merci. Merci, bienvenue à tous. On est à la fois en présentiel et ça va être rediffusé, donc on pourra le revoir. Bienvenue à tous, cette première table ronde avec la French Tech de Bordeaux et donc la mutuelle Ocyan Matmut. Je pense que ça nous semblait évident que la première mutuelle d'Aquitaine soit un partenaire de French Tech Bordeaux. Première mutuelle d'Aquitaine, 12e mutuelle française et ses 500 salariés, bien sûr, qui s'associent à cette volonté d'innover. Je lisais, je préparais la réunion et je voyais que sur le site de la French Tech Bordeaux, on parlait d'écosystème qui bouillonne. C'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi depuis maintenant 4-5 ans chez Ocyan, en lançant beaucoup d'innovations, d'avoir un écosystème qui bouillonne. Et je vous rassure, on n'a pas bu le bouillon, hein, ça c'est sûr, puisque en 4 ans, on a lancé une dizaine d'innovations. Ça nous semblait important d'avoir ce type de dynamique. J'imagine que nos invités, merci à eux, et vous, on va réaborder ce sujet. Ces innovations, d'ailleurs, on a été, Ocyan Matmut, souvent les premiers à les mettre en place sur le marché. Si on parle de la téléconsultation, maintenant, tout ça nous semble logique, notamment avec le Covid. Mais il y a 4 ans, ce n'était pas du tout le cas. Si on prend les chiffres, il y a 4 ans, donc c'était un point important. Synapse aussi, par exemple, notre toute dernière innovation sur une application digitale qui permet de limiter les mauvaises interactions médicamenteuses. Je crois qu'il y a peut-être les fondateurs qui sont présents, qui vont l'être. Et puis, deuxième avis, pour citer qui permet de faciliter l'accès aux soins pour tous nos clients et entreprises. Donc ça, c'est un point important. Ces innovations, on a toujours la volonté qu'elles soient très concrètes quand même, hein, et utiles pour nos 800 000 clients et nos 10 000 entreprises. Donc j'invite à ceux qui ne sont pas encore clients à nous rejoindre. Et quel est l'avenir? Bon, bien sûr, pour Ocyan, mais on en reparlera probablement en conclusion, c'est Ocyan et le groupe Matmut veulent continuer à lancer des partenariats innovants. C'est un point qui me semble important. Deuxièmement, je dirais que je l'ai un peu dit, mais on est toujours attaché à ça, que ces innovations elles soient concrètes et utiles pour les gens. C'est pas de la recherche fondamentale, hein, c'est vraiment des choses concrètes qu'on veut mettre à disposition de nos sociétaires. C'est dans l'ADN de la mutuelle et du groupe Matmut. Et puis dernier point qui est un des sujets sur lequel on va pousser fort et sur lequel à la fois le groupe Matmut et Ocyan Matmut on investit beaucoup, c'est de la prévention, et notamment en santé, hein, puisqu'on fait tous les métiers d'assurance dans le groupe Matmut, mais notamment en santé. Sur l'aspect prévention, on veut accélérer et quoi de plus beau de ne pas être malade plutôt que d'être soigné, quoi. Voilà. Bon, bonne conférence, merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Asselot. On va démarrer tout de suite. Encore merci pour votre présence dans un contexte sanitaire assez peu porteur, il faut le dire. Je vais commencer par présenter, ou plutôt laisser nos invités du jour se présenter. Marine, je te laisse démarrer. Tu es la CEO et fondatrice d'une start-up bordelaise, scale-up bordelaise, qui s'appelle Lucine Therapeutics. Tout à fait. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Marine Cotier-Slouz, donc je suis la CEO fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Lucine et qui est spécialisée dans la prise en charge de la douleur chronique. Et donc, nous, on travaille à travers des outils qu'on appelle les thérapies numériques. Donc, qui sont des outils capables d'avoir une action de manière ciblée sur un symptôme ou une maladie sur un patient, de manière au moins aussi efficace qu'un traitement conventionnel de type pharmaceutique. La seule différence, c'est que vous n'allez pas consommer une formule, on va dire, artificielle qui va enclencher une réaction dans votre organisme.
C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va simplement pouvoir vous prodiguer des sons, des images qui vont appuyer sur votre cerveau sur des neurotransmetteurs bien ciblés et le mélange, cette fameuse formule, elle se fait directement dans votre corps. Et donc c'est ce qu'on appelle les thérapies numériques d'un point de vue thérapeutique. Voilà. Et ce sur quoi on travaille depuis maintenant plusieurs années. Pour qu'on comprenne un petit peu mieux quels sont vos champs d'expertise, je vais vous demander aussi à chacun de rentrer un petit peu dans votre parcours, ce qui vous a construit et finalement ce qui vous a amené à vous impliquer sur ces sujets de la santé. Marine ? Alors du coup, Lucine, comme vous l'avez compris, c'est la douleur chronique. On travaille sur deux grandes indications. Les indications liées aux douleurs féminines, notamment l'endométriose, et les indications plus transverses sur la prise en charge de la douleur chronique qui aujourd'hui correspond à 25% de la population mondiale, qui est l'une des premières causes de suicide dans le monde. Pourquoi ? Parce que seulement 3% des patients sont correctement traités et accompagnés lorsqu'on souffre au quotidien. Je ne suis pas venue à Lucine, on va dire, par hasard. Je n'ai pas eu l'idée de ce concept par hasard, tout simplement parce que je suis à la fois patiente, je souffre d'une endométriose et d'un syndrome des lèvres dans l'os qui fait que je souffre depuis ma naissance. Et la deuxième chose, c'est qu'en tant que chercheur, dans un premier temps, j'ai essayé de trouver une solution à ma douleur, mais aussi à celle des autres. Et au bout d'un moment, l'étude de faisabilité a montré que j'avais une petite idée sympa de pouvoir effectivement soulager la douleur avec un téléphone portable. Et de l'étude de faisabilité, j'ai choisi effectivement, avec mes deux autres cofondateurs, de fonder l'entreprise pour permettre à ce traitement d'être accessible à tout le monde. Merci Marine. Marc Bagueur, à côté, directeur du développement du CATI. Un petit mot sur votre parcours personnel et puis sur ce que fait le CATI également. Merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Marc Bagueur, je suis responsable offre innovation au sein du CATI. Qu'est-ce que le CATI ? Le CATI, c'est le Centre néo-aquitain des technologies de l'information et de l'électronique. C'est un centre de ressources technologiques qui fait le lien entre la recherche, les laboratoires de recherche fondamentale, et les entreprises, en faisant du prototypage, de l'innovation pour des startups, mais aussi pour des grands comptes. À travers 3 départements de recherche appliquée. Le premier, l'intelligence artificielle, blockchain, big data. Le second, système embarqué, cybersécurité. Et puis le dernier, cognition, facteur humain. Et donc on va accompagner les entreprises donc, dans leur transformation digitale, un peu au sens large, sur des sujets de R&D, sur des sujets d'innovation assez forts, sur des choses finalement qui sont assez émergentes et qui peuvent être compliquées d'accès pour les entreprises. Alors dans mon parcours personnel, en disant les choses de façon assez courte, j'ai créé des entreprises précédemment, j'ai toujours eu une appétence extrêmement forte pour l'innovation depuis maintenant 20 ans, sur des sujets à la fois allant du jeu vidéo à la cybersécurité, en passant par la réalité augmentée ou les lunettes connectées. Et donc c'était tout naturellement que j'ai rencontré le CATI sur ma route et que j'ai voulu travailler sur cette mission qui est d'accompagner les entreprises à travers des sujets très forts d'innovation. Ok. Petite photo du CATI. Aujourd'hui, combien de personnes ? Alors le CATI, c'est une structure assez atypique. Ce n'est pas un centre que vous allez trouver ailleurs sur le territoire français. C'est pour ça que je le souligne. Pourquoi ? Parce que finalement, vous allez avoir une couverture très transversale des problématiques de R&D. C'est-à-dire que vous allez croiser 3 grandes familles, donc des data scientists, des ingénieurs électroniciens, et puis des profils du type ingénieur cogniticien. Et vous allez les croiser au même endroit, ils vont travailler ensemble sur vos sujets d'entreprise, donc c'est quelque chose de très différenciant. C'est une structure donc jeune, comme je le disais, qui a maintenant 7 ans, qui compte à peu près une 60aine d'ingénieurs de recherche et de PhD, et qui travaille à la fois sur des sujets donc, de recherche au niveau européen, avec des programmes de type H120 ou Horizon Europe, ou sur des projets collaboratifs avec des entreprises du territoire, et puis parfois aussi qui va travailler sous forme de recherche sous contrat, donc en France ou à l'international. Merci Marc. Jérôme Leleu, côté Interaction Healthcare et côté Sim4Health également, CEO et fondateur. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jérôme Leleu, donc, je dirige donc 2 sociétés dans le domaine de l'e-santé. La première qui s'appelle donc Interaction Healthcare et qui est spécialisée en fait dans l'accompagnement d'acteurs du système de santé pour conquérir ces nouvelles frontières de la santé numérique. Ça fait plaisir d'être là ce matin déjà par rapport à votre invitation, mais aussi on a annoncé ce matin notre prochaine conférence sur les grandes tendances de l'e-santé, donc je pense qu'on va en parler un peu ce matin, et donc elle a lieu le 25 janvier prochain. Si le sujet vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Et puis également, on a lancé depuis maintenant 2016 donc à Bordeaux une start-up au sein de l'entreprise qui s'appelle Sim4Health et qui est spécialisée dans la formation des pros de santé par ce qu'on appelle la simulation numérique. En fait, on recrée virtuellement des situations cliniques, qu'elles soient à l'hôpital, chez également le patient, notamment avec le développement de l'ambulatoire.
Et donc pour cela, on a développé une plateforme qui s'appelle Medicactive et on a formé à ce jour près de 150 000 problèmes de santé. On a vraiment trouvé ici sur le territoire néo-aquitain a vraiment des compétences et un écosystème, vous en parliez tout à l'heure, qui est extrêmement riche et qui nous permet de développer avec des compétences différentes entre des acteurs qui viennent du monde de la médecine. On a des pharmaciens, on a des infirmières, on a des infirmiers, on a également des ingénieurs, on a des personnes qui viennent également du design. Donc il faut marier toutes ces compétences pour pouvoir faire ces expériences en termes de formation. Voilà. Tes centres d'intérêt en matière de santé, de e-santé? Un peu comme Marc, c'est vrai que je travaille dans le domaine de la technologie depuis longtemps. Interaction Healthcare a été lancée il y a maintenant 13 ans, donc j'avais toujours une appétence sur le domaine de la santé. Et ce qui me passionne, et j'essaie de partager cela le plus possible, notamment sur les réseaux, de pouvoir expliquer comment une technologie peut permettre d'accompagner positivement un profil de santé pour l'intérêt du patient. Et c'est vrai que les frontières entre les deux sont extrêmement intéressantes d'être rejointes, et c'est ce qui m'anime au quotidien. Et puis également, je suis là aussi encore heureux ce matin, puisque en tant qu'ancien président de la French Tech, je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait des acteurs comme notre structure qui accueillent aussi le domaine de la technologie. Je trouve que c'est important qu'il y ait cette porosité entre les différents acteurs. C'est un élément essentiel. On a accueilli dernièrement Yann Dubien, le directeur général du CHU de Bordeaux, dans le cadre de notre conférence annuelle de Sim4, qui s'appelle Sim4Talk, et qui était à la Cité numérique. Donc c'était un symbole assez important de montrer que l'hôpital sort également, on parle souvent de la relation ville-hôpital, et bien c'est montrer que les acteurs de la santé s'intéressent à ces nouvelles technologies. Donc c'est important d'être présent. Merci à tous les trois. On va démarrer avec une première grande séquence sur le bilan finalement des 12-18 derniers mois qui viennent de s'écouler. Évidemment, on a un contexte sanitaire qui est ce qu'il est avec l'apparition du ou de la Covid-19. Indépendamment de ce sujet, qu'est-ce qui vous a marqué? Quelles sont les grandes tendances en matière d'innovation en santé que vous avez vu émerger fortement ces derniers mois? On va essayer d'être sur des questions assez ouvertes. Je dirigerai finalement assez peu l'échange. Je compte sur vous du coup pour être vraiment dans le rebond. Qui est-ce qui veut se lancer? Voilà, il y a quelque chose qui est vraiment manifeste, c'est que les entreprises se posent la question de leur feuille de route souvent de transformation digitale. Est-ce que c'est le CEO qui va driver la transformation? Est-ce que c'est le CTO? Bon, la réponse aujourd'hui, on la connaît tous, c'est le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une accélération très forte de la digitalisation, en tout cas des usages, sous l'effet du Covid, en particulier le e-commerce. On a pris à peu près sur les 2 premiers mois, je crois, de la première vague, on a pris une croissance équivalente à 10 ans de ce qu'on avait connu dans le e-commerce. Donc c'est quelque chose de vraiment très, très manifeste. Je voudrais poser ça d'abord en avant-phase de propos. Et puis après, évidemment, dans la santé plus particulièrement, l'avènement de la data, l'avènement de l'IA de façon très manifeste. On le voit, que ce soit à ma gauche ou à ma droite, c'est des exemples marquants. Ouais. Ok. Marine? Alors pour moi, il y a 2 choses qui me viennent en tête, peut-être 2 et demi. La première, effectivement, c'est qu'il y a une prise de conscience politique. Quand je dis politique, c'est au sens de la cité, de l'intérêt, de l'utilité, effectivement, d'utiliser des nouvelles technologies pour transformer le secteur de la santé. On le voit aujourd'hui avec des pays comme l'Allemagne, qui depuis 18 mois ont été clairement un acteur modèle au niveau européen pour permettre à des solutions innovantes d'arriver accessibles aux professionnels de santé et aux patients, tout en conservant son tissu industriel, pour leur permettre d'avoir des forfaits du coût de remboursement qui soient adaptés. On a vu qu'effectivement la Belgique a suivi, les UK ont suivi malgré le fait qu'il y a eu le Brexit, ils ont suivi avec leur propre modèle. Et la France se met à suivre avec une première action qui, je l'espère, sera votée dans quelques semaines avec l'article 33 du PLFSS, qui est notre loi à nous de budget sur la santé, et qui permet effectivement de commencer à emboîter le pas effectivement de ce qui se passe au niveau européen. Donc il y a une vraie prise de conscience, mise sous 2 aspects. Le premier, l'importance de garder nos valeurs en Europe. Donc quand on parle de valeurs, on parle de nos industries, et avec une compréhension que l'industrie n'est pas que l'industrie pharmaceutique, c'est un élément, une composante parmi d'autres dans la partie santé. Donc ça, je pense effectivement, c'est très, très important.
La deuxième chose, c'est qu'on a vu aussi l'émergence d'accélération de certaines technologies qui avaient du mal à avoir certaines autorisations, ne serait-ce que pour faire des études cliniques. Et je voudrais aujourd'hui vous parler de 2 sociétés. La première, c'est j'arrive jamais à prononcer son nom, Orixa. Orixa, qui est une société assez extraordinaire en fait. Pour ceux et celles qui connaissent le film de science-fiction Abyss, je vous invite à regarder ce film et ensuite à regarder ce que fait cette société. Cette société a créé depuis un peu plus de 10 ans maintenant comment je pourrais appeler ça, un liquide qu'on va administrer en fait à une personne qui vient de faire un arrêt cardiaque assez rapidement, dans les 15 minutes après l'arrêt cardiaque, pour descendre la température du corps et en fait permettre à cette personne du coup de stopper la dégénérescence en fait des cellules dues à l'arrêt cardiaque pour lui permettre d'avoir une meilleure, de revenir à la vie en fait beaucoup plus facilement. Parce qu'en réalité, vous ne décédez souvent pas d'un arrêt cardiaque au moment où vous le faites, vous décédez 24-48 heures après parce que le cerveau et les organes n'ont pas été suffisamment irrigués. Cette technique, elle est assez incroyable parce que du coup, c'est du liquide qu'on met dans vos poumons et qui vont avoir une action de baisser la température du corps humain en moins de 15 minutes. C'est vraiment de la science-fiction à l'état pur. Et en plus, ce sérum, du coup, est dissolu par l'organisme naturellement. Et cette société a fait 2 choses incroyables. La première, elle a inventé ce liquide, c'est quand même extraordinaire. Et la deuxième chose, en plus, elle a inventé un device permettant de donner ce liquide de manière rapide en service de réanimation. Cette société, dans la période du Covid, et je ne crois pas au hasard, a enfin eu l'autorisation de pouvoir tester cette solution en conditions réelles, en réanimation, à Paris sur une dizaine de patients. Ça paraît être tout petit, hein, mais c'est exceptionnel, ça fait 10 ans qu'ils attendaient cette autorisation. Donc on voit effectivement qu'il y a une acceptation des technologies de rupture aujourd'hui pour sauver des vies, là où avant le Covid, il y avait peut-être un peu plus de retenue sur ce genre de choses-là. La deuxième innovation dont je voulais vous parler, c'est une société qui s'appelle Mila, qui travaille sur les thérapies numériques et en fait qui a décidé de travailler sur des indications dont on n'a pas l'habitude. Et ça aussi, c'est des choses que le Covid a mis en avant, c'est tous les éléments du trouble de l'apprentissage et de la santé mentale. Et typiquement, Mila travaille sur la dyslexie des jeunes enfants et les troubles d'apprentissage des jeunes enfants, avec des résultats qui sont vraiment bluffants, qui permettent à des jeunes enfants de retrouver le plaisir de lire, d'écrire, de communiquer avec les autres de manière simple et pas ça en 10 ans, mais en à peine 1 an en utilisant leur solution. C'est juste extraordinaire. Ça, pour moi, c'est ce qui a permis le Covid. C'est-à-dire qu'on a identifié des endroits où on ne prenait pas soin des gens sur la santé mentale, sur des éléments de cet ordre-là. Et les technologies qui peuvent faire un peu peur, on est prêt aujourd'hui pour sauver des vies à commencer à les tester. Et ça, je crois que ces 2 éléments, réglementaire et innovation, sont en train de moduler, de transformer complètement notre écosystème. C'est un sujet très important et puis on va revenir justement sur ces notions d'acceptation des technologies de rupture en particulier. L'acceptation, elle est double, elle est du point de vue réglementaire, mais elle est évidemment du point de vue patient aussi, et qui est un sujet très d'actualité. Jérôme, sur les tendances qui vous ont marqué sur les 12-18 mois? C'est assez bizarre, mais en fait, je pense qu'en fait, elle n'est pas vraiment technologique, et je pense que ça va un peu dans la suite de ce que viennent de dire Marine et Marc. Moi, ce qui m'a vraiment interpellé et choqué dans le bon sens du terme, c'est une autre façon en fait de collaborer. On parle beaucoup de co-conception dans le domaine de l'e-santé, mettre le patient au cœur. Enfin voilà, il y a eu pas mal de entre guillemets de bons concepts qui n'étaient peut-être pas toujours mis en place. Et je trouve que cette démarche de co-conception avec l'ensemble des acteurs du système de santé a été quand même très, très présent. Un exemple concret avec Covid Tracker fait par maintenant le célèbre Guillaume Rosier, alors qui n'est pas tout seul, puisqu'il y a à peu près une centaine de personnes qui collaborent sur ce dispositif. Ce n'est pas un dispositif étatique qui a été mis en place, mais bien une initiative en disant j'ai des expertises, j'ai des compétences qui n'étaient pas dans le domaine de la santé et je peux l'apporter. On l'a vu dans l'impression 3D. Notamment dans les hôpitaux pour apporter des dispositifs qui pouvaient manquer au personnel de soins. Donc j'ai trouvé que cette mobilisation, elle était extrêmement forte et elle a permis en fait de concevoir et d'imaginer, comme l'a dit Marine, parfois peut-être des manques dans le parcours de soins. Ça me semble un élément essentiel. Et puis, il y a aussi un peu les choses imposées. Et je ferais presque un parallèle avec le domaine de l'écologie. On est tous, je pense, conscients que l'e-santé, les outils numériques sont importants et on a envie de le mettre en place. C'est très bon. Comme l'écologie, personne n'a envie que la planète se meure et que nos enfants ne disposent pas de cette planète qu'on a pu voir. Et donc, tout le monde a envie de le faire. Mais le Covid-19, en février ou mars 2020, ça s'est arrêté. On a dit, stop, vous ne pourrez plus vous déplacer ou telle chose.
Et pareil, notamment sur la prise en charge des patients, notamment avec la télémédecine, où on a vu, on est passé de 40 000 consultations en janvier 2020 sur l'ensemble de l'année, près de 20 millions de consultations. Donc il a fallu en fait être entre guillemets obligé pour pouvoir faire passer des systèmes et faire évoluer aussi, notamment la prise en charge. Elle est très réglementée, hein, cette partie télémédecine. On a vu des autorisations gouvernementales pour permettre à un médecin d'appeler son patient avec le téléphone, ce qui n'est pas, entre guillemets, dans le cadre législatif de la télémédecine, mais ça a permis de mettre en place. Et en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait répondre à pas mal de sujets. Je vois qu'il y a le président de l'ALICENA qui est ici, et donc sur les sujets de déserts médicaux sur lesquels on a souvent discuté, on voit que sur la région de Nouvelle-Aquitaine, on peut très bien avoir une approche qui peut être intéressante. Là où je commence à avoir un petit peu de recul, là, depuis quelques mois, en discutant beaucoup avec des médecins, c'est que tout ce qui est imposé, entre guillemets, on a été obligé de le faire. Le problème, c'est que ça a été souvent imposé de manière un peu brutale et qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui faisaient beaucoup de télémédecine qui refusent parce que, ils n'ont pas le système hospitalier qui le permet, ils n'ont pas et donc au final, de dire, oh non, je veux revoir les patients. Or, dans ce parcours de soins, on sait que dans la télémédecine, il y a un niveau de granularité entre la téléconsultation, la téléexpertise, et qu'elle peut, à un moment donné, notamment pour des patients qui pourraient être assez loin d'un lieu de santé, peut-être dans le parcours de soins, avoir quelque chose de adapté, d'une part pour le patient, mais aussi pour le point de santé. Et donc, je pense que là, aujourd'hui, on rentre dans une phase un peu plus stable, même si la situation sanitaire peut-être va évoluer, mais une situation qui va permettre maintenant d'échanger et de voir comment on peut, à tel endroit, comme l'a dit Marine, mettre en place des dispositifs qui sont vraiment pertinents. Et j'insiste, je finirai là-dessus, c'est que la définition de la e-santé, c'est bien ces deux aspects, c'est-à-dire le de l'électronique, on peut le voir dans l'e-commerce et d'autres activités, et le domaine de la santé qui est organisationnel. Si les deux ne travaillent pas ensemble, c'est-à-dire d'apporter des technologies sans qu'il y ait un changement profond du système d'organisation, ça ne fonctionne pas. Et même chose, on peut très bien avoir une ouverture d'organisation, si les technologies ne sont pas simples, ne sont pas adaptées, ça ne fonctionne pas. Donc il y a un chantier extrêmement motivant pour ces technologies. Ouais, alors j'aimerais appuyer les propos de Jérôme aussi et rendre compte d'une certaine chose, c'est que ces 6 dernières années, au sein du CATI, on a accompagné 300 entreprises dans leur projet de R&D et on va dire on a 3 grandes thématiques qui ressortent. La première, c'est celle de l'augmentation de l'humain. Comment est-ce que je vais améliorer les capacités humaines avec des objets connectés, avec des dispositifs médicaux, peu importe, donc c'est au sens très large. Ça va entraîner plein de sujets liés à l'acceptabilité justement de ces technologies. Le second sujet, c'est l'intelligence artificielle, mais embarquée. C'est-à-dire que j'ai de l'intelligence, mais qui n'est plus dans des systèmes cloud, mais qui est plutôt très proche justement des microcontrôleurs, des semi-conducteurs. Le troisième sujet, c'est la relation entre les systèmes intelligents et l'humain. Comment est-ce que je crée cette confiance, comment est-ce que j'établis des bases d'explicabilité, puisqu'on le voit aussi au niveau réglementaire, en particulier dans la santé au niveau européen. L'année prochaine, il va y avoir différentes choses qui vont être mises en place, justement, qui vont venir réguler ces aspects-là, et on ne pourra pas utiliser un algorithme s'il n'est pas en mesure d'être interprétable, explicable. Voilà. Parce que du coup, voilà. Donc ça, c'est des choses très fortes. Et puis, ça émerge très doucement. Alors peut-être transition pour ta prochaine question, je ne sais pas, mais dans l'informatique quantique aussi, puisque c'est un sujet qu'on regarde, même si c'est vraiment aussi là très émergent, sur des problèmes de type ordre combinatoire, donc qui vont se poser par exemple pour la modélisation de molécules ou des choses comme ça. On voit des choses qui vont arriver dans les années qui viennent et qui vont être assez ébouriffantes. Je veux bien qu'on fasse un petit focus finalement sur le degré de maturité et peut-être la pénétration du marché de vos différents domaines d'expertise. On va commencer par les thérapies digitales. Marine. Je vais faire un petit propos introductif avant. Tout ce qui vient d'être dit est vrai et je pense qu'il faut tous se rappeler d'une chose. Le numérique, quel que soit ce qu'on met comme technologie derrière, n'est qu'un moyen et pas une fin. Je crois qu'il faut se rappeler, et c'est un élément important, que lorsqu'on a des médecins qui, pour la première fois, effectivement, ont dû utiliser la téléconsultation sans formation parce qu'il fallait le faire, on a eu des dérives
et je ne suis pas là pour critiquer, je suis là juste pour montrer des faits qui sont normaux aujourd'hui, de médecins qui ont par exemple annoncé à une personne que dans 2 heures, elle allait mourir en téléconsultation. On a eu des gens qui auraient voulu voir un médecin parce qu'en fait, ils s'étaient blessés sur une cheville. Il y a eu un cas comme ça, une personne qui s'est blessée sur une cheville et qui souhaitait en fait avoir absolument les urgences qui viennent chez elle. Pourquoi? Parce que la blessure de la cheville était un prétexte pour parler de ce qu'elle vivait à la maison et en fait de quelque chose de plus profond. C'est important de revenir aux bases de ce qu'on appelle la santé. La santé, c'est d'abord faire du soin. Et faire du soin, c'est d'abord discuter entre êtres humains. Pourquoi je fais cette transition? Parce que ça permet de répondre à la notion du business model. Beaucoup de sociétés américaines dans mon secteur des thérapies numériques souhaitent concevoir comment j'appellerais ça, des cliniques digitales, souhaitent effectivement faire du tout numérique, vont même aller jusqu'à effectivement imposer leurs solutions pour transformer des comportements. Je crois que dans la santé, ça serait une erreur que de travailler de cette manière-là. Et la conséquence aujourd'hui, et d'ailleurs on le regarde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie du Sud-Est, c'est que la réalité, c'est qu'il n'y a aucun business model qui fonctionne. Zéro. C'est-à-dire toutes les sociétés qu'il y a dans mon secteur, pourtant vous en avez qui font des valorisations à 2,8 milliards, donc les valorisations ça marche, mais quand vous regardez réellement le chiffre d'affaires et le réseau de distribution de leurs solutions, la réalité c'est qu'on est à moins de 5% même pour les plus grosses. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure et aussi sur ce que tu disais sur l'importance du facteur humain, ça veut dire que derrière le praticien, il ne prescrit pas parce qu'il n'est pas convaincu. Ça veut dire que derrière le patient, il ne veut pas de cette solution parce qu'on ne va pas lui imposer un usage dont il n'a pas envie. Et oui, je vais pousser la chose. Moi, dans mon secteur, le patient, il a le droit de choisir d'avoir mal aussi, plutôt que d'être soulagé par ma solution. Il a le droit de choisir aussi d'avoir un traitement qui lui crée des effets secondaires. J'aimerais juste que vous posiez la question du coup du pourquoi, juste avant que je vous donne la réponse. Je vous laisse 2 secondes. La raison, elle est très simple. C'est quand ça fait 20 ans que vous avez mal et que du jour au lendemain, on vous retire votre douleur, on vous retire votre identité sociale. Si ça, vous n'accompagnez pas le patient, vous pouvez avoir des suicides en fait derrière et de la décompensation. On n'y pense pas à tout ça. Mais tout ça pour vous dire que le numérique, c'est une révolution industrielle et ça prend un siècle. On a fait 40 ans, donc on a encore du travail. C'est normal d'avoir de la résistance, c'est normal d'avoir des praticiens qui ne prescrivent pas encore comme on le voudrait. C'est normal d'avoir des patients qui font d'autres choix, et j'ai même envie de dire c'est sain, c'est ce qui va faire que demain ça va marcher. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun business model au réseau de distribution qui permet, en tout cas dans mon secteur, à une société d'être équilibrée. Et ce n'est pas grave, ça fait partie en fait tout simplement du changement et de l'innovation en santé. Ça met du temps à se construire, et c'est pour ça qu'on peut s'appuyer sur certains acteurs étatiques, certains acteurs privés qui permettent du coup à nos innovations d'exister. Mais je crois que c'est important à le dire, il n'y a pas de chimère. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, le business model. Hyper intéressant. Ouais. Jérôme? Oui, parce que ce que tu viens de dire, Marine, est passionnant. Et je pense que peut-être pour conforter et compléter, c'est que tu as parlé du soutien étatique. Il y a une démarche aujourd'hui avec le plan de relance et toutes les actions qui sont faites, la santé également concernée. On a parlé également du Ségur numérique, donc il y a près de 2 milliards qui sont actuellement injectés pour pouvoir faire évaluer ces systèmes hospitaliers. Et dedans, il y a un sujet qui forcément me tient à cœur, qui est autour de la formation. Il y a 81 millions d'euros qui vont être dédiés à un sujet important, qui est la formation des professionnels de santé à la santé numérique. Avec une double dynamique, bien sûr informer sur toutes les technologies et la massification. Parce que c'est un peu comme la chaîne du froid. C'est-à-dire on se dit, OK, on va former que les oncologues ou globalement les médecins généralistes, mais qu'on ne forme pas les infirmières et infirmiers, qu'on ne forme pas les pharmaciens. À un moment donné, vous avez cette rupture comme la chaîne de froid, et donc au final, ça ne fonctionne pas. Et pour peut-être compléter ce que vient de dire Marine, c'est que, alors je crois que tu avais également des questions, Michael, sur la partie de l'IA, mais quelque part tout ça est lié. Ouais. On parle souvent en fait de l'IA en disant ça va changer votre métier. On a entendu au Japon, les infirmières vont être supprimées, tout ça, et donc avec un côté anxiogène. Alors, si vous ne connaissez pas une technologie, et en plus on va vous dire que ça vous supprimez votre métier, forcément, ce n'est pas de la résistance, ça va être pire parce que là, on va refuser. Et c'est vrai que le fait que, peut-être comme Marine, moi je ne viens pas du domaine de la santé comme toi, je viens du domaine de la technologie et j'ai appris le secteur de la santé.
il faut souvent faire des comparaisons. Et la comparaison, elle pourrait être par exemple dans le domaine de la comptabilité. Dans les années 80, 82, vous savez, l'apparition notamment des PC portables, enfin des PC personnels, pardon, il y a eu une information en disant mais tous les comptables vont être supprimés, tous les cabinets vont diminuer parce qu'il y a ces technologies et l'informatique va vous remplacer. On voit depuis pas mal d'années les concours en Chine, aux États-Unis, vous avez 80 radiologues dans la salle, ils ont été battus, un peu comme pour les échecs. 40 ans après, vous avez 3 fois plus de cabinets d'expertise comptable, parce que moi en tant que dirigeant, quand je vais voir mon expert comptable, je ne veux pas des chiffres. Les chiffres, je les ai avant, je les ai obtenus. Ce que je veux, c'est la lecture de me dire, attention, vous avez une faiblesse sur telle partie qui pourra peut-être obérer tel et tel investissement, et vous devez travailler là-dessus. Quand je vais voir mon médecin, je souhaite qu'il ait toutes ces données qui ne seront humainement pas possibles. Aucun comptable ne peut, entre guillemets, se comparer à un ordinateur. C'est normal, comme nous tous, avec des calculatrices ou des smartphones. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une lecture, une empathie et un élément essentiel, une transversalité qui fait que, et c'est exactement ce que vient de dire Marine, c'était passionnant, sur la compréhension de dire, OK, il y a une prise en charge, j'ai une donnée, mais je connais votre environnement familial. Je sais que peut-être vous avez eu telle et telle difficulté dans votre famille ou dans votre parcours de vie. Et ça, le médecin va le comprendre. Et donc, ça va lui donner plus de temps. Donc, si les technologies peuvent être abordées, ça va mieux connaître et donc d'avoir cette information, il y a beaucoup de sociétés savantes aujourd'hui qui informent sur l'IA, donc qui font cette formation. C'était le sujet initial de mon propos. Eh bien, ça permettra d'avoir une meilleure intégration et, in fine, de passer plus de temps avec le patient. Et c'est là où il faut y mettre beaucoup d'humain dans ces technologies, sinon ça ne marchera pas. Marc, sur le sujet de l'IA et de l'exploitation des données plus largement, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit. Tout à l'heure, vous évoquiez une percée assez spectaculaire du sujet sur les derniers mois et plus largement sur les 4-5 dernières années. Quel est l'état de l'art finalement du sujet aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Quels sont les points de friction qui empêchent encore une pénétration plus large du marché? Et puis peut-être, si on regarde un petit peu plus loin que le bout de notre nez, demain, quelles sont les évolutions qui sont envisagées, voire espérées? Alors, vaste question, je vais essayer de faire des réponses courtes. Sur ce sujet, déjà, je vous rejoins. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'à la fois, il y a cette lame de fond liée à l'intelligence artificielle et à la donnée qui envahit les métiers de la santé et qui les transforme, qui génère des opportunités. Mais là, tout de suite, ce qu'on voit quand même, c'est quand même une longue série de plantages, une longue série d'échecs et de rejets. Pourquoi? Parce que très souvent, on est trop techno-push. On est, tout à l'heure, je posais la question, qui drive quoi? Est-ce que c'est le CEO, le CTO? Finalement, c'est le Covid. Bon, c'est peut-être aussi parfois trop la techno. On est trop techno-centré. Alors, c'est bien de vouloir faire du data-driven, etc. Mais à la fin, on l'a dit ici, je crois que très clairement, et je vais remettre une couche, c'est que si on ne fait pas de co-conception, si on ne prend pas en compte justement l'écoute, je pense, des utilisateurs, moi je ne vais pas parler de patients parce que mon sujet, ce n'est pas forcément que la santé, c'est plutôt la transformation de la techno. Si on ne fait pas ça, finalement on ne va pas travailler l'acceptabilité, on va se faire rejeter, et à la fin on a des échecs, alors on peut faire des belles valos, mais à la fin, pour quel usage très concrètement? Alors sur l'IA, néanmoins, il y a plein de choses qui se passent, c'est-à-dire que auparavant, on pouvait être très satisfait d'avoir des modèles algorithmiques qui avaient des performances qui avoisinaient 96, 97, 98, 99%, c'est super. Là, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on est capable d'aller vers le 100%, quelque chose qui ne nous paraissait pas accessible, en tout cas très 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 compliqué, voire uniquement théorique ces dernières années. On est capable d'aller chercher du 100%. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail techniquement comment est-ce qu'on fait ça, mais en fait, c'est un benchmark de méthodos, de croisement, d'approche, etc. Et à la fin, vraiment, on réduit complètement, alors surtout sur des sujets du type computer vision, donc vision assistée par ordinateur, contrôle qualité, contrôle non destructif, des choses comme ça, plutôt liées au manufacturing ou à l'univers un peu pharmaceutique. Quand il va s'agir d'aider à la décision ou de venir enrichir une situation, l'humain, naturellement, va trouver plutôt une valeur très forte. Là où il y aura une interprétation fine et personnelle de la complexité. Et donc là, à la fin, il faut quand même un être humain, parce qu'aujourd'hui, les machines, elles ne sont pas forcément très bonnes pour faire ça. Mais voilà, en quelques mots, ce qu'on voit. Donc c'est de l'IA aujourd'hui, on est globalement passé un petit peu
On fait une POC, donc on fait un Proof of Concept. Maintenant, on fait des Proof of Value, des Proof of Work. On va sur des pilotes, sur du déploiement. On se pose beaucoup plus vite la question du ROI. On est un peu plus quand même drivé par les métiers que par la techno. Mais voilà, tout ça est en phase encore un peu de transition. Il ne va pas forcément y avoir une rupture très très forte sur 2022. C'est plutôt une continuité. Et j'ai envie de dire, si je revenais là d'une cabine de téléportation, enfin de voyage dans le temps plutôt, de 2022, qu'est-ce que j'aurais vu? J'aurais vu sans doute une 6e vague de Covid. Voilà. J'aurais vu sans doute une fuite de données, parce que c'est aussi un problème majeur dans la santé, c'est qu'il y a des fuites de données. J'aurais sans doute vu aussi des hôpitaux se faire attaquer par des ransomware. J'aurais vu aussi davantage de miniaturisation de dispositifs médicaux intelligents ou embarquant de l'intelligence artificielle. Voilà. Et puis j'aurais sans doute vu aussi de grandes levées de fonds, mais parfois connectées à des réalités médicales peut-être parfois un peu lointaines. Mais aussi, je pense aussi, un accompagnement qui est fait sans doute par les personnes qui sont à mes côtés, un accompagnement justement de ces métiers, de ces usages, vers une meilleure appropriation justement des opportunités liées aux technologies. J'aimerais juste, sur la partie business model, rajouter 2 phrases à votre réflexion. Si je vous dis qu'il faut 25 ans, qu'il faut à peu près 5 ans pour développer une thérapie génique dans le cancer, 25 ans pour qu'elle soit acceptée et 10 ans pour commencer à avoir les premiers tests, de manière à les premiers remboursements et les premiers patients qui vont tester ça, tout le monde va me dire normal. Si je vous dis que pour créer une nouvelle molécule, il va falloir à peu près même chose, 5-6 ans pour avoir le premier concept, 10 à 15 ans pour faire les études cliniques et que ça coûte 1 milliard, personne non plus ne réagit. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on fait de la santé, qu'on fasse de la molécule, de la thérapie génique ou du numérique, on fait de la thérapie. Et donc ça signifie que lorsqu'on fait effectivement du numérique à destination de la santé, en fait, il n'y a pas de raison que sous prétexte que c'est du numérique, ça se fasse en 6 mois et que ça aille rapidement. Il faut changer aussi cet élément-là. Quand on décide de faire du numérique, que ça soit dans l'algorithmie, ça ne se fait pas en 6 mois. Voilà, je pense que tu pourras nous en dire quelques mots. C'est dur de faire un algorithme qui tient la route. C'est dur de s'attacher au fait qu'il n'y ait pas de biais dans les typologies de données, dans la manière dont ça sont traitées. C'est extrêmement long d'avoir effectivement ce type de technologie qui soit fonctionnelle sur un métier en lien avec la santé. Mais je pense que ce n'est pas qu'avec la santé. Sur la partie thérapie, c'est exactement pareil. Sur la partie simulation, c'est pareil. Ce n'est pas en claquant des doigts. Jérôme, quand il bosse, il pourra nous le dire. Il va avoir plein d'experts. Ça demande de construire des environnements entiers. Donc, juste garder ça à l'esprit. Ce n'est pas parce que c'est numérique que c'est start-up égale 6 mois et sur le marché tout de suite. Non. À partir du moment où c'est numérique dans la santé, c'est une thérapie, c'est une simulation, c'est une formation, c'est du diagnostic. Et donc oui, bienvenue, ça prend 10 ans. Et c'est tout à fait normal. C'est du temps long. C'est important également d'ancrer les innovations dans des cas d'usage. Sur le sujet des environnements immersifs, par exemple, Jérôme, est-ce que tu peux expliquer, on va aller au tutoiement parce qu'en fait, on se connaît tous plutôt bien, je crois. Non, moi, j'aime bien. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que ça change? Alors, juste avant de répondre, ce que tu viens de dire, Marine, fait écho aussi à ce que disait Marx, notamment sur l'informatique quantique. Tu vois, un des éléments, et tout ce temps long, c'est évident, mais l'informatique quantique, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, c'est une nouvelle façon en fait, de concevoir des ordinateurs qui vont permettre de résoudre, par exemple, la météo, les projections. Donc, ça peut aussi avoir des impacts, notamment sur l'écologie, et notamment dans les médicaments, d'avoir une accélération. Et donc, peut-être que ce médicament qui mettrait 10 ou 15 ans, peut-être que ces technologies pourraient être accélérées. Et c'est là où je trouve que c'est passionnant, c'est d'avoir ce regard ou ce recul que vient d'évoquer Marine, en le complétant aussi par ces technologies qui peuvent demain changer ce paradigme et peut-être accélérer. Donc c'était juste une petite remarque, mais qui me semblait intéressante. Nous, par rapport à la simulation, revenons sur le cas d'usage que tu évoquais, c'est que avec la Covid-19, cette fameuse Covid-19, donc on a conçu en fait nous des simulateurs, notamment sur la formation des futurs infirmières et infirmiers. Et donc on l'a fait avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine.
qui nous a soutenus en tant qu'entreprise et qui a soutenu, en fait, vous savez que c'est la formation des futurs infirmiers et infirmiers, c'est leurs compétences. Et donc, ils ont accompagné également 27 IFSI. On a co-conçu avec eux. On leur a dit, voilà, nous, on ne sera légitime que si on vous écoute sur les besoins, et on a pu le faire. On a passé quasiment 2 ans à concevoir, 1 an à discuter ensemble, 1 an pour pouvoir le faire. Et pendant 6 ou 7 mois, on l'a proposé. Donc c'était à partir de février-mars 2019, à mettre à disposition des IFSI pour voir comment ils pouvaient l'utiliser au-delà de la région Nouvelle-Aquitaine. On n'a pas le temps. Il faut changer notre parcours pédagogique. On n'a pas les moyens au niveau de l'établissement. Enfin bon, je peux vous lister tout cela. Hein. Et là, au bout de 4 jours, vous vous dites, bon, je rentre chez moi et j'arrête. Et puis, c'est passé un événement qu'on connaît tous, c'est le 17 mars, annonce que tout est fermé et il faut le faire. Et quand tu parles de cas d'usage, moi, ça m'a marqué, parce que je pense que nous tous, voilà, on s'est dit pour nos familles, comment ça va se passer. Après, moi, j'ai pensé aussi à l'entreprise. Et puis, en se baladant dans la petite heure qu'on nous proposait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un acteur, entre guillemets, dans le domaine de l'e-santé peut proposer dans ce domaine? Et en disant, mais si tout est bloqué, la formation de ces futurs infirmières et infirmiers, dans quelques mois, ils seront sur le terrain du soin, et donc cette formation doit être terminée. Et donc, on l'a mis à disposition gratuitement. On a envoyé un mail à tout l'écosystème, enfin tous nos clients, en disant, on arrête de le vendre. Donc, je peux vous le dire, hein, ce n'est pas un secret, nous, sur l'année 2020, ça a représenté à peu près 450 000 € de manque à gagner. Mais on s'est dit, voilà, on est aidé par une collectivité qui est la région de l'Aquitaine, on travaille dans la santé, on doit aussi, est-ce qu'on est en 2e ligne, 4e ligne? On n'était pas les premières lignes à s'occuper des patients, mais on pensait pouvoir aider. Et là, on a eu 80% du marché qui nous a dit, on en a besoin. Les mêmes personnes qui, 6 mois plus tard, me disaient c'est compliqué, on ne va pas pouvoir le mettre en place, on n'a pas le temps et autres, on dit c'est la seule solution. Donc ça fait aussi écho par rapport à ce que je disais par rapport à la télémédecine, en disant on est capable de le faire. Et ce que disait Marine par rapport au soutien, nous on l'a vu et parfois il y a des situations qui font que le cas d'usage doit être utilisé et doit servir. Eh bien les régions, qui sont notamment les financeurs de nos clients, eh bien, les établissements ont dit, voilà, regardez, ça a marché. Pendant quelques mois, on a pu continuer à former, à garantir la qualité de formation pour ces futurs infirmières et infirmiers. Donc, on vous demande à la région de préempter une partie du numérique dans le budget. Nous, pour vous dire, c'est 50 € par an et par étudiant. Donc, un établissement, c'est entre 3 000 à 12 000 € selon la taille des IFSI. Ça peut paraître une somme plus ou moins importante, mais pour certains établissements, c'est une grosse somme. Si la région dit non, non, moi le numérique, je n'y crois pas, le numérique, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas cette acculturation, il n'y a pas cette formation, donc vous voyez, c'est bien une vision systémique qu'il faut avoir, eh bien, au final, ils ne l'ont pas et on vous appelle en vous disant c'est super votre collection, mais on ne peut pas la mettre en place. Et donc, au final, ce cas d'usage, cette situation nous a permis en fait de comprendre que d'abord, elles ont été faites par des formateurs et donc au final, ça répondait bien à leurs besoins. Et ça a été une légitimité de demander auprès de leurs partenaires. Et maintenant, on commence à bien le diffuser en France. Très concrètement, comment ça marche pour un étudiant infirmier justement qui va se former à son métier? Et puis finalement, quel est l'avantage de l'environnement immersif, de la réalité virtuelle par exemple, par rapport à une situation classique? Alors déjà, 2 choses. Nous, les dispositifs, il y a deux façons. Il y a la façon classique, hein, ordinateur et tablette, parce que la réalité virtuelle, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, vous mettez votre casque et vous avez un environnement virtuel qui vous permet en fait de recréer virtuellement. Donc, il y a un principe éthique qui n'est jamais la première fois sur le patient. Et donc, forcément, je parlais tout à l'heure de massification de la formation. C'est parfois difficile de recréer cette même situation parce qu'il faut avoir un lit qui n'est peut-être pas disponible. Il faut avoir des formateurs qui ne sont peut-être pas toujours là aussi disponibles. Et donc, cette réalité virtuelle permet de recréer cette réalité de soins. Et notamment sur les outils plus classiques, ordinateurs et tablettes, c'est un peu ce que disait Marine tout à l'heure, c'est un des éléments numériques dans une diversité de solutions. C'est-à-dire qu'elle ne remplace pas ce qu'on peut avoir avec peut-être un amphithéâtre qui pourrait être dédié en partageant des éléments, des expériences de soins qui seront tout aussi importantes que l'expérience en 3D. Et donc nous, on essaie d'avoir une approche très pédagogique en disant comment on peut l'intégrer.
Et j'en finirai juste sur cet exemple. On vient de passer un partenariat avec l'AERDAL, qui est le leader mondial de la simulation sur mannequin, vous savez, pour notamment refaire ses massages cardiaques et plein d'autres. Et on a fait un partenariat, on pourrait se dire, mais en fait, on est complètement concurrents. En fait, c'est montrer qu'à un moment donné, le numérique peut avoir un usage intéressant par rapport à du présentiel et ce qu'on appelle la simulation à grande échelle. Et au final, eh bien, il y a des cas d'usage extrêmement intéressants. Donc, c'est vraiment écouter aussi ceux qui font, et ça, c'est pas valable que l'information, c'est valable pour les digital therapeutics et toutes les solutions d'e-santé, c'est mettre au cœur les usagers, ceux qui vraiment sont utilisateurs, au-delà des patients, pour pouvoir créer efficacement ces solutions. On illustre aussi, Marine, justement avec l'exemple de Lucine, on parle du patient. Le patient qui va avoir l'application de Lucine, comment ça va marcher, qu'est-ce que ça va changer pour lui fondamentalement, tout simplement. Voilà, il a mal, comment ça marche? Alors, je vais prendre l'exemple du coup de l'endométriose, qui est la solution qui est la plus aboutie de notre côté et qui nous a permis de faire nos tests cliniques, notamment à la clinique Tivoli, donc chez nous, à Bordeaux, qui est quand même la première clinique française et aussi européenne à savoir prendre en charge l'endométriose de manière transversale, considérée comme centre d'excellence. Donc on a beaucoup de chance. Comment ça marche? Sur les premiers tests qu'on a réalisés, tests cliniques, on a choisi de travailler sur des patientes qu'on appelle des non-répondantes. Donc ce sont des patientes qui ont été diagnostiquées, ont été opérées, qui ont fait de l'ostéo, de la kiné, y compris tous les antidouleurs que vous pouvez prendre quand elles ont des crises, et il n'y a rien qui fonctionne. On est vraiment sur des patientes qui, quand vous les prenez même en dehors de leur cycle de règles, eh bien, sont à une douleur au moins supérieure à 4 sur 10. Donc ces patientes-là, on a eu la chance de pouvoir proposer notre traitement à 20 patients, parce que c'était 40 au niveau de la cohorte, mais il y en a une, elles ont eu du placebo. Et c'est assez simple, ce sont des patientes qui depuis 10 à 15 ans n'ont pas de solution, ont des douleurs aiguës chroniques, donc avec des grosses crises, et des grosses crises qui sont paralysantes. Quand on parle de douleur dans l'endométriose, c'est je suis pliée en deux, je ne peux pas me lever, quand je vais aux toilettes faire pipi ou caca, j'ai mal, quand je bouge, j'ai mal, je ne peux donc rien faire au quotidien. D'accord ? On est vraiment sur ce genre de douleur-là. Eh bien, ces femmes, elles sont donc venues à la structure hospitalière qui était Tivoli. Elles ont mis, donc, nous, on a choisi pour l'endométriose d'utiliser aussi la réalité virtuelle et de mettre notre formule à l'intérieur d'un casque, ce qui permettait de booster en fait l'efficacité de notre formule à la base, composée, qui est dans un environnement et dans lequel en fait vous avez des fréquences sonores, visuelles, tout ça un peu packagé parce que c'est pas très agréable à entendre, tout ça un petit peu packagé avec un storytelling, une histoire, tout ça. Ça dure 20 minutes, elles enlèvent le casque. Et là, on a effectivement, logiquement, si tout se passe bien, une réduction de la douleur, de la crise du coup de manière immédiate et qui peut se prolonger dans le temps. Donc avec le même niveau du coup d'efficacité, en tout cas c'est ce que visait l'étude clinique et vous allez voir pourquoi je mets du conditionnel partout, je vous explique après. Pourquoi effectivement on avait un objectif d'avoir le même niveau d'efficacité qu'un antidouleur, à savoir réduction de douleur significative à au moins 30% sur la première heure et ensuite sur 4 heures, du coup tout doucement ça remonte, comme un antidouleur. Pourquoi je mets du conditionnel? Parce que je n'ai pas encore le droit de diffuser les résultats que nous avons eus du coup, tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont en cours et je pourrais officiellement les diffuser au mois de février. Je peux juste vous dire que j'ai vraiment le sourire derrière mon masque. Et donc ces femmes-là, effectivement, l'objectif c'est qu'elles repartent en fait avec un nouvel antidouleur dans leurs affaires. Pour l'instant, la solution elle est à l'hôpital parce que l'effet est bien, voilà. Et on est en train de travailler sur la même chose à la maison, donc avec une posologie un petit peu différente, une prise un petit peu différente, qui va être travaillée également à la maison cette année. Donc c'est vraiment un antidouleur assez facile d'utilisation et qui permet du coup de réduire la douleur de la crise sur une période moyenne, voire longue. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on parlait de données, on parlait de fuite de données. Un sujet qui me semble important d'évoquer aussi aujourd'hui, c'est qui va piloter ces grandes transformations. Pendant plusieurs années, on a évoqué le risque que les grands géants du numérique mettent la main sur ce sujet, avec peut-être, j'allais dire, un raz-de-marée qui était attendu. Il semble que ce raz-de-marée soit moins brutal que prévu, en tout cas que la percée soit un petit peu plus compliquée. Et on imagine évidemment bien que tous les problèmes, notamment éthiques, que pourrait engendrer effectivement une mainmise de ce type d'acteurs sur le sujet de la santé. Comment est-ce que vous percevez les choses, les uns et les autres? Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec effectivement cette idée que le raz-de-marée est plus long que prévu, plus difficile?
Oui, alors c'est vrai que les fameux GAFAM, hein, les Google, enfin les GAMAM maintenant, parce que ça y est, Facebook ayant changé de nom, ça change. Ça fait maintenant 15 ans que j'entends voilà, qu'ils vont tout bouleverser au niveau de la santé. Je peux vous donner pas mal de cimetières de projets santé, y compris chez Google, hein, qui a quand même un département extrêmement développé. Ça montre ou ça confirme ce qu'on évoquait tout à l'heure sur cette notion de peut-être pas de co-conception, mais au moins d'une collaboration qui soit efficace avec le système de santé. On ne peut pas, comme disait Marc, être push techno et de dire voilà, on est très gros et on peut tout faire. Je pense qu'il faut par contre prendre en lumière vraiment ce que peut apporter ce type d'acteur technologique. Un exemple avec Doctolib que tout le monde maintenant connaît. Hein, je pense qu'on posait la question il y a peut-être 3 ans. Certains le connaissaient, maintenant ça devient presque un service étatique de prise de rendez-vous et pour la vaccination, parce que aussi le système est simple. Et je pense que là on peut avoir quand même un regard assez intéressant. Vous avez par exemple Uber, que tout le monde connaît aussi pour aller prendre donc une voiture, ont une entité qui s'appelle UberX, et qui développe en fait des solutions complémentaires, notamment pour permettre de compléter votre course pour aller chercher des médicaments. Et donc, ils ont fait des partenariats avec des chaînes, notamment d'officines. Et là, à chaque fois, j'entends une attention, c'est peut-être pas pris en charge, ou il y a telle ou telle difficulté. Et moi, je leur dis, regardons le bénéfice patient. C'est-à-dire, est-ce que moi, en tant que patient, c'est simple? Et c'est là où je trouve que c'est intéressant aujourd'hui par rapport au Ségur numérique, où tous les acteurs numériques sont en train de de ces dispositifs, de faciliter l'usage. L'usage, mais comme vous l'avez entre nous tous, c'est-à-dire que quand vous allez réserver un billet pour, peut-être pas vos déplacements en ce moment, mais au moins faciliter tel ou tel usage au quotidien, vous voulez quelque chose de simple. Et bien, quand on arrive à l'hôpital, il faut que ça soit compliqué, ou même, comme disait Marine, à son domicile, d'avoir quelque chose qui soit complexe. On a envie que ce soit simple. Et donc je pense que ces fameux acteurs technologiques, eux, par contre, savent comment amener un service simple qui répond aux besoins du grand public. Et donc, je pense qu'il faut s'y en inspirer en mettant, bien sûr, toutes les réserves éthiques qu'on a pu mettre en place. Et in fine, si ça fonctionne bien, le patient ira vers ces solutions. Donc, il faut maintenant faire évoluer tous les systèmes qui existent et sur lesquels on peut s'inspirer. Marc, sur ce sujet? Oui. Il y a un frein manifeste, si vous voulez, à la razzia un peu des barbares GAFAB, c'est l'interopérabilité des systèmes et puis la haute complexité qu'on se connaît nous-mêmes dans notre village gaulois un peu. Plus un peu cette teinte un peu culturelle. Mais je veux dire, la fin de la récréation va être sifflée à un moment donné, en tout cas à un niveau européen. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de vide juridique ou je sais pas quoi, ou peut-être lenteur des pouvoirs publics à réguler certaines pratiques, et donc on voit comme ça des usages se développer, mais à un moment donné, on sait que ces acteurs-là, sur la question que j'évoquais tout à l'heure, de l'explicabilité de leurs algorithmes, jamais ils vont vouloir soulever le capot. C'est pas dans leur intérêt de briser la boîte noire. Et donc à un moment donné, ils vont être confrontés à la question suivante, qui est que dans notre modèle sociétal, j'ai envie de dire français, mais aussi peut-être européen, et sans doute aussi au-delà, on a besoin d'avoir ce lien de confiance. Ça commence peut-être dans les médicaments qu'on m'apporte, ça continue jusqu'à peut-être un accompagnement que je peux avoir sur des problèmes de santé particuliers. Voilà, c'est tout au long en fait. C'est pas juste, je crois que voilà, c'était très bien dit tout à l'heure, le soin, il commence aussi peut-être dans une relation qui est sous une forme de dialogue. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir avoir, en tout cas aussi avec un service quel qu'il soit. Et l'automatisation, elle connaît ses limites, et si elle ne les connaît pas, elle les connaîtra quand la régulation arrivera très clairement. Oui, juste 30 secondes sur ça. Ce que tu as dit là est essentiel. Aujourd'hui, il y a Ma Santé 2022, donc ce projet-là qui donne en fait le cadre, et notamment il y a une volonté de la délégation ministérielle de pouvoir porter ce qu'on appelle la maison de l'e-santé, et notamment qui donne ce que tu viens de dire sur l'interopérabilité, c'est-à-dire de donner le cadre à tous les éditeurs. Ils le respectent ou ne le respectent pas. Donc ça veut dire, je suis tout à fait d'accord avec toi Marc, que entre guillemets l'Europe et certainement aussi en France, on peut donner un cadre qui veut dire il faut respecter. Vous le respectez, vous pouvez amener votre service.
Et le deuxième exemple, c'est l'iPhone qui vient de lever 50 millions d'euros. On parle de la French Tech ce matin. L'iPhone, c'est une société donc, qui facilite l'interopérabilité. Ça veut dire qu'en fait, elle a bien compris que c'était compliqué pour des startups de l'e-santé de proposer de nouvelles solutions pour les patients, pour les systèmes hospitaliers. Et donc, elle est une sorte un peu de firewall de service en disant, eh bien, si vous êtes plugué sur notre plateforme l'iPhone, vous pouvez le mettre. Ils viennent de lever 50 millions, qui est une des grandes levées de fonds, mais qui n'est pas si importante, malheureusement, par rapport à des Sorare qui font vous savez, qui lèvent 600 millions. Parce que forcément, si vous avez des enfants, ils veulent tous acheter, c'est simple, il n'y a pas de frein. La scalabilité, c'est que quand on a tout le système hospitalier avec l'iPhone en France, quand il faut aller en Allemagne, il faut tout refaire. Alors, on s'appuie sur l'expérience, mais il y a forcément une courbe qui est plus complexe. J'avais dit 30 secondes, mais j'étais plus long. Je crois qu'il y a un élément qui est extrêmement important, et ça rejoint ce que vous dites. La partie réglementaire est très importante. La partie arriver à se coordonner au niveau européen va être essentielle. Mais je pense qu'il y a un autre élément, et je vais dire un gros mot. Je vais parler de guerre économique. Je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde effectivement ce qui se passe aux États-Unis ou en Asie du Sud-Est, la raison pour laquelle l'Europe est encore en essoufflement sur ces questions effectivement d'entreprise et ces questions effectivement d'innovation, c'est parce que les moyens financiers ne sont pas au niveau de ce qu'ils doivent être. Et ça, c'est une réalité. Oui, on a énormément de soutien. Oui, on a beaucoup de chance d'être dans ces États-là. La réalité, je vous invite à regarder ce qui se passe aux États-Unis. J'ai lu, moi, un article qui m'a révoltée. C'était un matin. Ça m'a mis vraiment de mauvaise humeur, justement, ce qui lui a fait penser en parlant de Doctolib. Entreprise merveilleuse, quand même. Moi, je trouve que c'est une success story incroyable, entreprise française, qui fait bien le job, qui propose un service simple, qui fonctionne. L'article, à la fin, il y avait deux éléments, moi, qui m'ont choquée. La première, c'est déjà la peur. Oh, mon Dieu, on a une entreprise privée qui est en train de prendre la place de l'État. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, comment on va les légiférer? Ça ne se passe pas comme ça aux États-Unis. Hein. Quand il y a un champion, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Deuxième, mince, comment Amazon est en train de faire exactement le même service que Doctolib, exactement le même, sauf qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes aides d'État. Et donc, l'article se termine en disant « c'est super, Doctolib aujourd'hui va arriver en Allemagne, va commencer effectivement à aller sur d'autres pays, et on espère que Doctolib ne se fera pas bouffer par Amazon. » Moi, je dis que tant qu'il n'y aura pas une politique de souveraineté par rapport à l'Europe, en lien avec la guerre économique, comme ce qu'il y a aux États-Unis et comme ce qu'il y a en Asie du Sud-Est, le problème, c'est qu'on ne pourra jamais changer cet article qui dira, excusez-moi, je vais être ultra naïve, mais j'ai un peu envie ce matin, on n'aura jamais un article dans Le Point qui dira un jour « Eh bien, Doctolib est sur le point de racheter Amazon sur son service lié à la diffusion. » Mais c'est ça aussi qui va faire qu'on va pouvoir remettre des équilibres. Et oui, il faut le dire, c'est l'argent et c'est la notion de souveraineté et de guerre économique qui passe par les brevets, qui passe par les financements des États. Et je suis d'accord avec toi, quand tu vois la levée de fonds, alors avec le sujet qu'ils traitent, c'est juste pas possible. Et effectivement, on a un vrai sujet qui est lié à ça aujourd'hui, qui est avant tout une décision politique en réalité, hein, cette notion de souveraineté, mais qui aujourd'hui doit se voir dans les actes au niveau des capital ventures et au niveau effectivement des différents États. Parce que si les États se mettent à investir de manière drastique, le capital risqueur y suit. Hein. Ça va se communiquant. Il faut un petit peu moins d'incantation et un petit peu plus de pragmatisme. Oui, un peu plus de sous, simplement. Un peu plus de sous. D'ailleurs que non, mais c'est vrai. Quand on regarde juste avant le Ségur de la Santé, avant le Covid, quand on voit effectivement le travail de Laura Letourneau et Dominique Pont qui était juste essentiel sur la donnée, quand on voit que les premiers éléments qui leur ont été fournis, c'est 80 millions pour faire le sujet, alors que le MIT, université privée, a 1 milliard pour faire la même chose, et qu'il a fallu le Covid pour avoir 2 milliards, bon, c'est bien, on a déjà 2 fois plus que le MIT. Super. Mais c'est juste, voilà, c'est juste qu'il va falloir commencer à prendre conscience de ça et que soit on fait le choix que l'Europe devienne souveraine. Et souveraine, ça ne veut pas dire fermée, hein, attention. Hein, ça veut juste dire être en capacité d'être sur les marchés internationaux au même niveau. C'est ça que ça veut dire parce que je pense qu'on a une vraie force. Vous parliez de déontologie, vous parliez d'éthique, vous parliez de la manière dont on faisait de la donnée. Clairement, on a une énorme force. Et il y a beaucoup d'États qui ont envie de nous reproduire sur la manière dont on travaille. C'est juste qu'à un moment donné, il faut faire un choix courageux de dire soit effectivement je mets les moyens pour que ces souverainetés elles existent, et pas que des barrières, parce que le réglementaire aujourd'hui nous évite que ces gens-là viennent chez nous en fait, mais à un moment donné, moi j'aimerais bien aller chez eux, personnellement. Donc il va falloir effectivement mettre les moyens pour ça. Donc on met les barrières, il faut qu'on arrête d'être défensif, il faut qu'on soit un peu offensif. Dans le rugby, c'est bien de faire les deux. Et souvent, on est bien champion du monde quand on fait les deux. Et je suis convaincue que dans les 18 mois, on fera les deux.
On peut parler de rugby aussi? On parle de rugby aussi. Marc? Une notion que j'aimerais apporter, alors j'appuie complètement votre propos, je pense que dans l'escalier européen de la donnée de santé, il y a une personne qui descend et une personne qui monte. Je vous explique. En fait, la personne qui monte, c'est cette espèce d'élan de souveraineté, c'est-à-dire qu'on a, avec le Covid, on a vu un petit peu un essoufflement de la mondialisation, on se pose certaines questions, on veut retrouver une puissance, une capacité à décider, on interroge les modèles d'organisation et les modèles de gouvernance. Et donc ça passe par un besoin de souveraineté. Donc on veut avoir des solutions à disposition, donc circuit court, etc. Et en même temps, qu'est-ce qui est en train de descendre? On a vu le RGPD qui est arrivé, qui au début a été un petit peu comment dire, pointé du doigt, et aujourd'hui qui passe un petit peu pour un modèle de vertu. On a vu aussi une large adoption du RGPD. Mais derrière, il y a autre chose qui arrive. Donc il y a l'envie aussi d'aller à nouveau sur l'intelligence artificielle embarquée, mais aussi un concept qui est en train de prendre forme, et il n'est pas impossible que dans les... Alors pour le coup, je fais une projection un peu plus lointaine, j'aime pas trop faire ça parce que c'est toujours un petit peu dangereux, mais en tout cas, dans les années qui viennent, il n'est pas impossible que la notion d'intégrité numérique voit le jour. Alors qu'est-ce que l'intégrité numérique? Là, tout simplement, aujourd'hui, vous avez des données personnelles, et puis des données personnelles de santé, mettons, je mets ça dans le même sac. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un petit peu... on rentre là-dedans un petit peu comme un renard dans un poulailler, on en fait un peu ce qu'on veut, hein, je dis les choses simplement, vous me pardonnerez. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on définisse un périmètre plus clair, qu'on légifère, qu'on régule, et qu'on dise, attention, là maintenant, on va associer, justement, pour chaque individu, des données particulières qui lui sont propres et qui vont être strictement encadrées. Et donc ça peut passer par les données biométriques liées à votre visage. Et donc c'est peut-être ce qui fera qu'en Europe, on n'aura peut-être pas de système de reconnaissance faciale, là où dans d'autres pays, je ne vais pas les citer, on conçoit des modèles de société là-dessus, etc., etc. Et donc vous voyez, à la fin, si on tire cette idée d'intégrité numérique, ça peut, et en tout cas ça connaît un certain plébiscite au niveau européen. Il n'est pas impossible que voilà, demain on ait cette régulation liée à l'usage des algorithmes qui vont devoir être explicables et interprétables. Alors je préfère parler aussi d'acceptabilité, puisque en fait on ne va pas pouvoir dans certains systèmes, je ne vais pas être trop technique, mais de type deep learning, on ne va pas pouvoir les rendre complètement lisibles. Par exemple, ce n'est pas parce que je vous explique dans le détail comment fonctionne une voiture que vous allez avoir confiance à la conduire. Hein. Vous comprenez tout de suite que c'est autre chose. Être au volant de la voiture et la conduire, ce n'est pas la même chose qu'avoir le blueprint éclaté et savoir combien il y a de pièces dans le véhicule. Voilà. Mais ça, il va falloir le construire néanmoins, et donc à force, on va avoir peut-être ces deux personnes symboliques qui vont se rencontrer dans l'escalier de la donnée européenne. Deux dernières questions avant de passer la parole aussi au public et d'engager un échange. Tout à l'heure, on évoquait une intelligence artificielle ou une utilisation des données de plus en plus proche du patient. On parle de miniaturisation aussi des terminaux, des devices, pour utiliser cet anglicisme. Fondamentalement, qu'est-ce que ça change et sur quoi travaille le CATI, par exemple? Alors, le CATI, entre autres, est membre de la RISC-V Association, donc c'est une association mondiale qui s'appuie sur des travaux publiés par l'université de Berkeley sur un nouveau type d'architecture pour des processeurs neuronaux. Donc en fait, ça va permettre finalement de casser, j'ai envie de dire, la mainmise des modèles qui reposent sur des formats propriétaires. Pour dire les choses très clairement, il y a 30 ans, on a connu l'arrivée de Linux, hein, qui est venu concurrencer des systèmes d'exploitation. Et bien finalement, c'est ce qu'on va connaître là maintenant, mais pour l'intelligence artificielle embarquée avec les architectures de type RISC-V, qui sont en fait de l'open source hardware. Donc ça, c'est un des très gros sujets sur lesquels travaille le CATI, puisque nous, justement, pour essayer de lutter contre ces GAFAM, on essaye de pousser plutôt des solutions ouvertes de type open source. Donc ça, c'est un des très gros sujets sur lesquels on est en ce moment, et on travaille. Et on est en train de concevoir, au moment où je vous parle, donc des cartes électroniques dédiées à ces usages qui vont, je pense, apporter des capacités liées à la souveraineté, entre autres, mais des perspectives au niveau français, au niveau européen et même au niveau mondial. Un dernier mot avant de passer la parole au public.
finalement sur notre territoire. Et Jérôme l'a dit tout à l'heure, on a un territoire qui est plutôt fertile. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pourriez le définir? Et puis, quels sont les défis peut-être qui attendent les acteurs de la santé, de la e-santé et plus largement de l'innovation en santé? C'est bien le sujet qui nous intéresse aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Tu veux commencer? Je commencerai par dire merci d'abord. Merci d'être accompagné, et c'est une réalité, hein, par une région qui n'est pas avare sur l'argent, il faut le dire, pour que ces entreprises puissent fonctionner. Une région qui a su travailler avec tous les acteurs de l'écosystème public. La région travaille avec BPI, la région travaille avec l'ARS. Il y a une cohérence entre les acteurs qui est juste assez incroyable. Et même si quand je vais à Paris, on me dit non, mais c'est comme ça dans toutes les régions, j'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas le cas. Et qu'on est très chanceux d'être en région Nouvelle-Aquitaine. On est très chanceux aussi parce que c'est un territoire d'expérimentation incroyable. C'est l'une des plus grandes régions de France, avec des disparités en termes de santé assez incroyables entre le plateau des Mille Vaches et Bordeaux. Donc ça permet effectivement de pouvoir bêta-tester énormément de choses, d'avoir un vrai grand nombre d'utilisateurs, et avec des structures, et on l'a dit tout à l'heure, comme Alicena, qui permet aussi à tous les acteurs de la santé de se rencontrer pour faire ce que Jérôme a dit qui est essentiel, c'est ce système. Parce qu'effectivement, si on travaille en vase clos, ça ne fonctionne pas. Et avec des capitales risqueurs qui sont aussi aux côtés des entreprises et des projets pour qu'ils puissent voir le jour, notamment au démarrage. Donc, pour moi, la région, c'est merci. C'est merci de continuer aussi à être comme ça, parce que ce n'est pas simple de prendre ces choix-là et de continuer dans cette logique de transversalité. Et je donnerai un exemple de cette transversalité, parce que moi j'aime bien donner des faits pour effectivement démontrer qu'on a une belle région là-dessus. C'est la politique One Health. One Health portée par la région Nouvelle-Aquitaine, qui est quand je travaille sur un sujet en lien avec les animaux, je peux en fait faire un transfert sur l'humain et inversement. Ben ça, c'est pour démontrer cette capacité de transversalité aujourd'hui, et c'est porté par des acteurs du privé et du public, et en fait ça se passe bien. Les privés et le public peuvent travailler ensemble, les différents sujets peuvent coexister. Et on a la chance vraiment d'avoir un territoire magnifique pour ça. Donc moi, je dis vive la Nouvelle-Aquitaine. Jérôme ? En fait, je pense que, Mickaël, par rapport à votre initiative de ce matin, vous illustrez en fait ce qu'est l'écosystème. Avec Marc, on se connaît depuis pas mal de temps. De fait de réunir le CATI en se disant par rapport à la e-santé, peut-être qu'un regard extérieur, on se dit en fait on ne voit pas le lien. Et je pense que Marc a développé plein de sujets ce matin. Et lorsqu'on s'est revu il y a quelques semaines, en se disant mais là il y a certainement des liens de collaboration, je ne parle pas qu'avec mon entreprise, mais l'ensemble des acteurs. Et comme l'a dit Marine, je pense que la Nouvelle-Aquitaine a une vraie capacité, d'une part, sur les systèmes de soins, donc je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Marine, mais surtout, c'est tous les acteurs qui sont capables de travailler ensemble. Et ça répond à ta question de l'enjeu. Il y a un vrai soutien au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, pour les entreprises, pour les acteurs de soins. Je pense qu'on a en plus un beau territoire. Moi, je parle souvent, même si peut-être ce n'est pas toujours le cas, mais une sorte un peu de Silicon Valley, Californie au sens affectif. Parce qu'on a toute cette qualité, parce que c'est aussi important, on parle de la guerre des talents, attirer des talents, et je pense qu'on a une région qui est magnifique pour pouvoir attirer ces talents. Et je pense que le vrai enjeu aujourd'hui, tu vas parler de territoire d'usage, je pense qu'on a aujourd'hui des CHU très puissants, avec celui de Bordeaux, on a également Poitiers, enfin, on a quand même pas mal d'acteurs qui sont présents, et notamment au niveau technologique, des ingénieurs, des écoles d'ingénierie qui sont extrêmement fortes. On a l'INRIA, enfin bon, je ne vais pas tous les citer. Je pense que si à un moment donné, il y a une vraie volonté politique, et je cite notamment le président Rousset qui, lorsque il avait notamment, je crois que c'était à l'Assemblée générale de en disant que la santé était un des axes prioritaires de cette nouvelle mandature, il faut prendre cette information au pied de la lettre et de dire, travaillons maintenant tous ensemble pour dire, en Nouvelle-Aquitaine, on est capable de parler de e-santé. Et je pense que si on parle d'une même voix et qu'on a une communication vers l'extérieur, parce qu'on est quand même dans une société où la communication est importante pour porter ses combats, porter ses points de vue, on peut, à mon avis, dans les années à venir, devenir la région de référence. Et je vous parlais au tout début de la présentation, le 25 janvier prochain, donc Interaction Healthcare, on fait cette conférence, on l'a fait à Paris Santé Campus. Paris Santé Campus, comme son nom l'indique, on peut penser que c'est que Paris. En fait, c'est le Paris de la santé. Et donc, il y a une
d'ouverture vers les territoires. Et c'est important que la région Nouvelle-Aquitaine sera représentée lors de cet événement, parce que je pense que cette notion de e-santé, et tu as dit quelque chose de très important, Marine, c'est la diversité des territoires de soins. Et donc on a tout, à mon avis, sur la région pour le faire. Et donc c'est peut-être l'enjeu de faire rassembler tous les acteurs, et c'est peut-être ce matin déjà un point de départ. Oui, alors, il y a une synergie très très forte entre les acteurs de cet écosystème. Je pense que le mot n'est pas galvaudé à l'endroit de la Nouvelle-Aquitaine. Alors ça fait déjà plusieurs années, peut-être même plusieurs dizaines d'années qu'il y a eu cette prise de conscience qu'il fallait structurer un petit peu les filières et qu'il y a un véritable accompagnement, une vision, une volonté, même un courage, je pense, politique de la part de la région sur ces sujets et qui nous apporte les avantages, j'ai envie de dire, mais en tout cas les atouts dont on a besoin dans cette compétition internationale, interrégionale en fait, très clairement. Et pour avoir tenu des tables rondes la semaine dernière, justement où j'avais des acteurs de la région, qui me rappelaient aussi que la volonté c'était de se permettre justement d'aller chercher des ROI, non pas sur 3 mois, mais sur 12 mois ou 18 mois. Et c'est là où la région justement vient soutenir cet effort d'innovation pour être capable justement de sortir du lot et d'affronter justement, de monter en compétitivité et d'affronter la concurrence. Merci à tous les trois. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Alors, une d'abord et ensuite tout en haut. Oui, bonjour, Christian Filatro, président d'Alicena, Alliance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine, qui a été cité à 2 ou 3 reprises. Et je voudrais tout d'abord remercier les intervenants, et ce n'est pas un effet de manche, remercier les intervenants de cette table ronde, parce que j'ai retrouvé quand même ce qu'on met en exergue depuis pas mal de temps, les enjeux fondamentaux aujourd'hui sur la chaîne de l'innovation en santé, et pas seulement évidemment sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et je voudrais revenir très rapidement, je vous rassure, sur 2 ou 3 points sur lesquels on converge au sein d'Alicena par rapport aux propos de cette table ronde. Le premier, ça a été celui cité plusieurs fois de l'acceptabilité de l'usage. Et je dirais sur ce point, pour forcer le trait, parce que c'est vrai que la période que nous vivons là, elle est illustrante. La crise est facteur de résolution de la crise, mais ça a ses limites. En l'occurrence, on a vu que quand effectivement les professionnels, et ça a été cité, se sont pété la tête, excusez-moi d'être trivial, contre le mur, à la marche forcée, ils ont utilisé les outils numériques pour poursuivre leur exercice. On peut craindre que l'atténuation de la crise que tout le monde souhaite, eh bien, on revienne pour une part relative, bien entendu, à des usages antérieurs. Et tu l'as évoqué, Jérôme, ce sujet, et c'est pas nul. Et donc ça m'amène à une réflexion que j'ai formulée au sein du comité stratégique santé numérique qui a été mis en place par l'ARS et dont la première réunion était la semaine dernière. C'est qu'on n'insiste pas assez, alors c'est pas seulement la région du coup, on n'insiste pas assez dans ce pays sur une nécessité de développer une politique publique. Alors depuis la lutte contre l'électronisme, qui est vraiment un handicap, qui devient un handicap et une source d'inégalité extraordinaire d'accès aux soins. Donc il faut travailler sur cette acceptabilité jusqu'à penser qu'il y a de l'électronisme chez les professionnels. Ne nous voilons pas la face. Et qu'on a des exemples aussi au niveau international. Moi, je parle toujours, parce que c'est un pays qui m'a fasciné au départ, qui est ce petit pays qui s'appelle l'Estonie, qui a 7-8 millions d'habitants, c'est-à-dire c'est à peu près un peu plus gros que la région Nouvelle-Aquitaine, et qui a aujourd'hui le système de santé le plus digitalisé, tout simplement parce qu'ils ont commencé par la formation et l'acceptabilité des populations. Donc ça, c'est un premier sujet tout à fait fondamental. Il ne faut pas baisser les bras en se disant que la crise va durablement permettre cette acceptabilité. Le deuxième point que j'ai trouvé important et qui a été évoqué, c'est évidemment
celui qui est celui des business models. Je crois que l'un des exemples que je développe le plus souvent aujourd'hui, on n'arrête pas de dire que ce 21e siècle, c'est le siècle de la prévention. Et que nos marges de manœuvre pour améliorer l'état sanitaire de la santé, c'est plus la gestion du risque vital. Aujourd'hui, on sait faire. C'est la prévention. C'est augmenter l'espérance de vie sans incapacité. Mais vous pouvez vous tourner la tête à 180, 360 degrés. Quel est le modèle économique aujourd'hui de la prévention? Prenons ce problème à bras de corps. Il y a des gens qui développent des solutions intéressantes, notamment dans la santé numérique, des solutions intéressantes pour booster l'évolution comportementale que nous sommes, nous, citoyens, pour que nous ayons des bonnes pratiques en matière on s'approprie des logiques de prévention. Donc, il faut travailler là-dessus. Donc, il y a des aspects, effectivement, de business économique à tous les étages, pour toi, Marine, mais aussi dans des domaines de prévention. Et puis, le dernier point, et j'arrête là, c'est celui de l'évaluation, ça a été dit, de l'évaluation-régulation. On a vécu la préhistoire de cet écosystème de la santé numérique. Et dans toute préhistoire, il y a un foisonnement. Il y a des solutions qui arrivent de partout. Et à un moment, on se dit, il va falloir introduire de la régulation. Il va falloir introduire de la qualité, de la sécurité. Et là, on est à la croisée des chemins. Je crois, ne soyons pas trop, comme on a tendance à le faire, bougons, grognons, sur le fait que la certification est une contrainte. La certification est une contrainte parce que moi, j'ai vu apparaître au cours des dernières années beaucoup d'outils, et je ne citerai pas de nom évidemment, qui ne servent qu'à être vendus. Tout simplement parce qu'ils n'apportent rien en termes de plus-value sur le parcours du patient, mais voilà. Donc, cette régulation, elle est indispensable. Donc, ne tapons pas trop sur la régulation, il faut faire en sorte qu'effectivement, elle ne soit pas trop freinatrice, mais elle est indispensable. Voilà, j'arrête. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question en haut, et merci notamment d'avoir abordé ce sujet de la prévention, qui aurait en soi mérité presque une table ronde à elle seule. Il y a plusieurs startups qui travaillent dans cet univers et qui sont présentes aujourd'hui. C'est l'occasion de les saluer. Monsieur. Bonjour à tous. Merci tout d'abord de cette réunion. Je vais me présenter, Saïm Megachi, je suis médecin et chirurgien, et je suis porteur d'une solution e-santé qui s'appelle Sophie. Je voudrais revenir sur un certain nombre de points qui a été soulevé tout au long de cette discussion. Moi, ce qui me déplaît, c'est on oublie quelque chose d'essentiel qui a été rappelé par Marine Coty tout à l'heure, mais ça a été, à mon sens, un peu survolé. C'est qu'on oublie, dans toutes ces solutions de santé, on oublie de partir du besoin du terrain, de nous praticiens, de mon besoin à moi au quotidien. On oublie ça. Alors, je vais tout de même faire un mea culpa dans le cadre de ma profession. Il est vrai, effectivement, que d'un point de vue médical, vous y êtes tous confrontés au quotidien. D'un point de vue médical, nous sommes réticents. C'est sans doute un schéma mental, une rigueur qu'on nous impose tout au long de notre formation. On a du mal à avancer sur des solutions. On a du mal à se remettre en question. C'est une certitude. Je ne le remets absolument pas en cause. Ce qui fera qu'on créera de l'adhésion au niveau médical, ça sera qu'on partira du besoin du terrain. Dès lors qu'on mettra en face des solutions en face de besoins qui sont réellement sur le terrain, vous créerez de l'adhésion. C'est sûr et certain. Je le vois au quotidien, je le vis au quotidien. Je déplore que toutes ces solutions, monsieur l'a rappelé effectivement tout à l'heure, des fois on a tendance à avoir des solutions qui nous sont proposées qui ne nous servent strictement à rien. À rien. Je ne vais pas évoquer mon quotidien ici, ça n'a pas de sens, mais moi ce que je voudrais, c'est qu'on puisse faire participer les professionnels de santé, les soignants, à ces réunions, à ces manifestations, et qu'on puisse créer ensemble un écosystème de santé qui soit quelque chose d'efficient, qui permettrait également de pouvoir prendre en charge nos patients correctement. De la même façon, Marine Coty l'a dit tout à l'heure, il est vrai qu'au centre de ma pratique du quotidien, c'est une relation entre un professionnel de santé et un patient. La relation soignant-soigné, elle est essentielle dans mon quotidien. Tous les outils que je vais utiliser et que j'utiliserai à l'avenir, c'est pour me permettre d'améliorer cette relation. D'abord et avant tout, mettons en place ces outils. Collaborons ensemble pour les mettre en place.
Je pense que l'essentiel est là et qu'il ne faut pas se disperser dans des solutions qui n'ont pas de sens au quotidien, notamment pour les soignants. Ne perdons pas de vue également que les besoins des uns ne sont pas forcément les besoins des autres. Les besoins d'un établissement de santé, ce n'est pas le besoin d'un praticien dans son quotidien. Moi, dans mon cabinet avec mes patients, je n'ai pas les mêmes besoins que l'établissement de santé, qui lui a des demandes administratives, etc. On n'a pas les mêmes besoins. Et c'est là où on ne se rejoint pas, effectivement, avec les établissements parfois. Aidons à mettre en place des outils qui permettent de contenter au maximum tous les acteurs de santé, mais toujours en ayant à l'esprit de favoriser la relation entre soignants et soignés. Merci. Écoutez, je suis complètement alignée avec ce que vous partagez aujourd'hui et je vais vous parler du secteur que je connais, qui est celui de la douleur. Moi, je ne vois pas de médecins récalcitrants. Je ne vois pas de médecins en opposition. Je ne vois pas de médecins qui ne se remettent pas en question. Je vais utiliser, et pourtant je rencontre des médecins qui sont difficiles parfois, notamment sur le secteur de l'endométriose, où comme vous le savez, il y a des problématiques de stigmatisation, de genre, voilà, tout ça, parce qu'un médecin reste un être humain, tout simplement. Derrière la blouse blanche, il ne faut quand même pas l'oublier. Moi, je vois juste des médecins en fait, qui sont en souffrance. Et on a tendance à l'oublier. En fait. Très souvent, dans notre secteur, on parle de la souffrance du patient et on oublie la souffrance du praticien qui, pendant des années, s'est formé pour accompagner des gens à aller mieux, pour accompagner des gens dans un premier temps à ne pas mourir et puis dans un deuxième temps pour les accompagner à vivre mieux. Et dans le secteur de la douleur, ces médecins-là, moi, je vois des médecins, effectivement, qui parfois ont des comportements qu'on pourrait croire, effectivement, de très dur. Et en réalité, quand on se met à creuser, et nous, c'est un choix qu'on a fait au sein de Lucine, c'est-à-dire qu'on est allé voir tous les médecins qui avaient un comportement au niveau des patientes qui était extrêmement violent. Et en fait, dans la majorité des cas, c'est juste des médecins qui n'arrivent pas à faire leur travail parce qu'ils n'ont pas les outils, parce qu'ils n'ont pas le savoir, parce qu'en fait, ça les met en échec, tout simplement, et qu'eux, ils n'ont pas signé pour avoir des patientes qui souffrent et qui sont mis en échec. Bien évidemment, il y a toujours 10% dont je ne parlerai pas, mais qui sont normaux, voilà. Mais c'est une réalité, et donc nous, c'est la raison pour laquelle, au-delà du fait d'avoir été nous confrontés à ces médecins-là, pour comprendre et non pas juger, on a aussi décidé du coup d'inclure ces médecins dans la conception de nos produits. Et donc on se fait défoncer, hein, mais c'est pas grave. Ça permet deux choses. Ça permet effectivement de les entendre et d'aller au-delà du discours de contestation. Et ça permet du coup de les inclure et de commencer à les ouvrir sur autre chose. Et bien je vais vous dire un truc, ça fonctionne. Et dans quelques mois, vous me permettez du coup de faire cette annonce. Dans quelques mois, un produit de Lucine va sortir, qui n'est pas un produit qui va être commercialisé, ce sera un produit gratuit, et dont le travail de ce produit va permettre de refaciliter la rencontre entre une patiente qui a des douleurs féminines et un praticien qui n'arrive pas à voir ces douleurs féminines ou à les entendre, quelle qu'en soit la raison. Et donc, je suis complètement alignée avec vous, et merci d'avoir cité les professionnels de santé, parce qu'effectivement, c'est le couple qu'il faut travailler. Merci beaucoup. Jérôme ? Non, moi je conforte d'une part ce que vous avez dit, docteur, et puis également ce que vient de dire Marine, c'est que vous êtes l'illustration que beaucoup de professionnels de santé aujourd'hui sont également des entrepreneurs dans le domaine de l'e-santé. Monsieur Asselot a évoqué, je crois tout à l'heure, Synapse, donc, qui est médecine, donc, qui est une start-up également bordelaise qui est créée par des médecins, hein, donc, notamment par un des cofondateurs, le docteur Goers. Je pense sincèrement que ça, c'est un phénomène que je vois énormément dans toutes les disciplines pour répondre exactement aux besoins. Et c'est en général les startups qui fonctionnent plutôt bien parce qu'elles sont très proches du besoin. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que je pense qu'il faudrait faciliter, un peu comme l'évoque Marine sur une plateforme, peut-être cette rencontre pour développer en fait ces solutions. Il ne faut pas que le besoin qui est essentiel et qui est central, il faut aussi également toutes les expertises autour de la technologie, autour de la data, autour de l'interface UX qu'on évoque souvent pour faciliter au niveau comment dire, des patients. Et je pense que là, ça pourrait peut-être être des travaux qui pourraient être menés notamment avec la French Tech, avec Alicena et le fameux écosystème qu'on évoquait tout à l'heure, pour dire des personnes comme vous, si vous êtes venus ce matin, c'est que le sujet vous intéresse, vous pouvez rencontrer d'autres acteurs qui vont permettre, notamment sur l'ensemble de la complexité d'une entreprise de l'e-santé, avoir toute l'expertise. J'ai un de mes collaborateurs, Clément, qui est présent aujourd'hui, qui vient du domaine des technologies plutôt santé et qui était intéressé pour les technologies numériques et voir comment on peut faire rencontrer les deux. Je pense que c'est un élément qui est essentiel et donc il faut pouvoir faciliter ces rencontres. Clairement, cette partie besoin, on parle souvent aussi du patient, c'est le pôle de santé, le patient crée en fait ces solutions. Et je pense qu'il faut créer
Voilà, une organisation, ça fera peut-être partie des réflexions à mettre en place, qui permet de faciliter ces rencontres entre les différents acteurs pour permettre des solutions innovantes dans le domaine de la e-santé. Evelyne, pour une dernière question, et puis ensuite on pourra continuer à échanger de manière plus informelle. Oui, donc bonjour, je suis Evelyne, fondatrice des Zemon Drops, une plateforme qui propose des programmes digitaux pour accompagner les femmes actives en entreprise, donc des programmes pour accompagner la grossesse en entreprise, le postpartum, l'endométriose, la ménopause, avec tout ce qui est des notions de sophrologie, des méditations, on est vraiment dans la santé mentale. Et donc ça pour vous présenter, vous dire pourquoi je suis là. Et donc ma question venait vraiment, je viens compléter ce que Jérôme vient de dire. Comment est-ce qu'on peut créer un écosystème qui nous permette de travailler sur les bonnes pratiques, d'établir des partenariats qui font de nous une force en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui sur ces thématiques de santé mentale, d'innovation, et qui vont faire briller aussi non seulement la région au niveau national, mais aussi au niveau international. Quand je parle des Zemon Drops, c'est une plateforme qui accompagne aujourd'hui plus de 200 femmes actives, avec plusieurs établissements qui nous suivent, notamment l'Université d'Oxford. C'est une plateforme qui est disponible en anglais, français et espagnol, qui a une réelle force de frappe. Mais comment est-ce que nous, on peut se renforcer les uns et les autres? J'imagine qu'il y a ici dans cette salle énormément d'acteurs dans la santé, mais aussi dans l'innovation, pour que nous, on puisse vraiment créer cet écosystème de force. Et je parle en connaissance des causes parce que nous, on vient d'Angoulême, donc on n'est pas forcément basé à Bordeaux. Alors, merci à la French Tech parce qu'on suit de près tous ces sujets-là, et dès qu'il y a des choses qui nous intéressent, comme aujourd'hui, on est pressant. Mais ce n'est pas forcément facile non plus pour des gens qui sont éloignés un peu dans des zones un petit peu rurales. Je viens d'Équateur, hein, donc j'ai un accent, mais j'espère que vous me comprenez. Donc comment est-ce qu'on peut créer cette plateforme que vous venez de dire, hein, Jérôme, ou alors un système facile d'approche pour qu'on puisse tous créer quelque chose qui est intéressant pour nous tous, qui nous permette d'avoir une réelle force de frappe, grandir ensemble, tenir le coup aussi, parce qu'on vient de le dire, hein, ça prend 5, 10 ans, 20, 25 ans pour que ça puisse vraiment tenir d'un point de vue business plan, business model. Donc je pense qu'on a tous intérêt à jouer les jeux, et qu'il y a vraiment des belles choses à faire ensemble. Donc moi, c'était plus, voilà, comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Je réponds rapidement, mais je pense qu'on a discuté avec Sénat ce matin. C'est clair. Vivelstech, qui est un événement qui prend de l'ampleur et qui pourrait, à mon avis, être un terreau, et il faut des fois pas réinventer des choses, hein, il faut utiliser ce qui est disponible. Je pense notamment, je vois Charlotte dans la salle, qui est médecin, qui crée notamment une start-up dans le domaine de la prévention. Il y a beaucoup d'enjeux, comme l'a dit le président d'Alicena. Donc je pense que Vivelstech, moi j'ai rencontré pas mal de personnes, dont Charlotte lors de cet événement. Je pense que si on arrive à le systématiser, à y mettre peut-être un espace de rencontre pour des médecins qui veulent développer des solutions, je suis persuadé qu'on peut faire un lieu de rencontre physique, mais également perpétuel. Et dans le cadre de ce territoire qui est assez grand, notamment les travaux qui sont menés par Alicena, ils sont sur l'ensemble des territoires, hein, pas que sur Bordeaux, sur Angoulême, sur La Rochelle. Et donc, je pense que cette hybridation dans l'innovation avec des rencontres physiques, comme on va le faire là ce matin, et puis des aspects plus digitaux qui permettent de connecter et d'avoir cette facilité, à mon avis, c'est un sujet de fond qui semble être un besoin, et je pense que là, les acteurs de la région peuvent tout à fait y répondre. Nous, j'ai envie de dire, on a un joker. En fait, il faut nous utiliser. C'est-à-dire que la situation actuelle, c'est qu'on va faire pleuvoir des montagnes de data sur les métiers de la santé. On va noyer les médecins sous des catalogues d'applications. Bon, il va y avoir un effet darwinien à travers tout ça. J'ai envie de dire, nous, on est un peu le joker là-dedans. C'est-à-dire qu'on va venir apporter du leadership technologique aux entreprises sur des sujets clés, comme ceux que j'ai énoncés. Alors, je ne sais pas si c'est des thèmes de R&D qui vous parlent ou si vous avez des appétences là-dedans, mais en tout cas, c'est notre mission, nous, au CATI, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur transformation et de faire ce qu'on appelle du transfert technologique. C'est-à-dire qu'en fait,
Alors désolé, je vais un petit peu jargonner, mais en fait, on travaille avec des TRL, donc Technology Readiness Level, donc c'est des échelles d'évaluation de maturité technologique. Et on va vous accompagner du niveau à peu près 3-4 jusqu'au niveau 7-8. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on attaque des sujets durs de prototypage, qui ne sont pas normalement des sujets où naturellement dans une entreprise, on va y aller. On ne va pas y aller parce que c'est trop dangereux, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de risques. Et nous, on va diminuer ce risque et on va vous accélérer pour que vous puissiez, vous, rencontrer votre marché, qui est quelque chose que nous, on ne fait pas au sein du CATI, puisqu'on n'a pas vocation à concurrencer les entreprises du territoire et on n'a pas vocation à faire des produits finis. Donc, en tout cas, je n'ai pas l'ensemble de la réponse. Je pense que la réponse apportée par Jérôme est très importante aussi, c'est qu'il y a un dynamisme de l'écosystème et qu'il faut s'appuyer dessus, mais aussi il y a des leviers, il y a des jokers et nous on en fait partie. Je me permets, vous avez une énorme chance aussi. Vous êtes une femme. Il y a des réseaux de femmes très importants en région Nouvelle-Aquitaine. Moi, je vous invite à prendre contact avec Laurence, qui travaille avec Christian Chilatro et qui aujourd'hui a ouvert ce qu'on appelle Women in Nouvelle-Aquitaine, qui permet de valoriser effectivement les femmes entrepreneurs qui construisent des nouvelles technologies. Et là, vous allez retrouver effectivement un réseau de femmes qui va pouvoir s'entraider, s'appuyer. Oui, excusez-moi, messieurs, je fais un peu de racisme dans l'autre sens. Donc, n'hésitez pas aussi, parce que ces réseaux-là, ils existent. Ils existent en région Nouvelle-Aquitaine et ils sont performants. Merci beaucoup à nos intervenants. Je crois que le temps nous presse et je vous propose du coup, en temps, ensuite collectivement, si vous le souhaitez, de continuer à discuter. Je voudrais remercier nos 3 intervenantes qui ont pris le temps de venir aujourd'hui dans le contexte sanitaire que chacun connaît pour consacrer du temps à ces sujets. On a abordé plein de thématiques importantes. On a parlé de souveraineté, on a parlé d'acceptation, on a parlé de partir du besoin. Et je crois qu'aujourd'hui, les cas de figure qu'on a illustrés aujourd'hui l'ont bien démontré, notamment via cette accélération liée en partie au Covid et à la situation qu'on vit aujourd'hui. Je vais laisser le mot de la fin à Stéphane Asselot, directeur général de la mutuelle Ossian-Madmut. Je voulais juste avant vous remercier pour votre présence et vous donner rendez-vous pour le replay dans quelques jours sur nos sites respectifs. Exactement, donc bientôt le replay, vous pourrez reprofiter. On a quand même voyagé, puisque à l'heure où tous les pays se referment, nous on a voyagé, on a parlé de mécanique quantique, on a parlé d'algorithmes, on a parlé de data, de numérique qui doit être concret. On a parlé de prévoyance, donc c'est quand même rassurant. On a parlé d'un couple avec les professionnels de santé, je pense peut-être un trio avec les assureurs aussi. Je souscris moi à l'aspect homme-femme, qui pour moi n'a pas d'importance. L'importance c'est la compétence. Donc je pense que la Matmut a justement fait, pour caler sa raison d'être, un grand sondage auprès de ses sociétaires, et la santé est la première préoccupation des gens actuellement. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire, on va être noyé par les datas justes ou fausses d'ailleurs, puisqu'il y a aussi beaucoup d'études scientifiques qui sont erronées de manière volontaire ou involontaire, donc on a besoin d'être très précis. Une mutuelle, c'est pas uniquement rembourser, c'est analyser des millions de données et essayer de prévoir, grâce à vous aussi, les évolutions de demain. Donc je vous l'ai dit, prévoyance beaucoup, mais aussi tous les sujets. Il y avait c'était un Écossais qui disait qu'il fallait agir localement, think global, act local. Et on sait que les Écossais, quand on leur promettait une mort assez rapide et être mangés par les Anglais, ils continuent à être là, continuent à se développer. Donc c'est une belle preuve de résistance et de vigueur et de joie de vivre aussi. C'est important actuellement ou c'est un peu triste. Donc merci à tous de votre participation. À bientôt. Et puis effectivement, on pourra débattre autant que vous voulez. À bientôt.